Adrien Gindre, votre invité ce matin? Un homme qui lui aussi est attaché aux questions d'argent public et qui ne s'ennuie pas. Il est président du Modem, maire de Pau, commissaire au plan et désormais en charge du Conseil national de la refondation. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler dans un instant de ce CNR, c'est un sigle qu'il va falloir apprivoiser. D'abord un mot du bouclier tarifaire, c'est une question d'argent également. Ça fait 1 an que le gouvernement a décidé de bloquer les prix du gaz, de limiter la hausse des prix de l'électricité. Il va être prolongé pour 2023, mais les contours restent à dessiner. De votre point de vue, est-ce qu'il faut continuer d'aider tous les Français ou est-ce qu'il faudra désormais cibler certaines catégories ? Vous voyez bien que c'est grâce à cette limitation des tarifs, et notamment des tarifs du carburant, que l'inflation en France est maintenue la plus basse de toute l'Europe. Alors ça coûte très cher, ça coûte 24 milliards si j'ai bien lu le chiffre. Et donc c'est un effort énorme qui est demandé. Je pense que cette limitation a été un bon choix du gouvernement. Et je pense qu'il est juste qu'on la maintienne. Alors est-ce qu'il faut, à la marge, aménager en ciblant des catégories les plus modestes, les classes moyennes, les travailleurs. C'est probablement plus difficile à faire qu'on ne peut le dire comme ça au détour d'une phrase. Techniquement, vous voulez dire. Oui. Je pense que le choix de le rendre universel, ce bouclier tarifaire, a été un bon choix. Certaines collectivités locales demandent à en bénéficier également parce que pour certaines municipalités, parfois pour certains équipements, on a vu le cas de piscines opérées par des opérateurs privés qui ferment parce que l'énergie coûte trop cher et qu'on ne peut plus mener ni la politique ni maintenir les équipements comme avant. Pour une ville et une agglomération comme celle que je dirige, Pau et l'agglomération de Pau-Pyrénées, Pau-Béarn-Pyrénées, cette agglomération, les fluides nous coûtent cette année 3 millions de plus. Mais le mécanisme de l'inflation fait que aussi les rentrées fiscales suivront, puisque au fond, tout augmente. Et donc, ça va obliger à faire des efforts. Moi, je pense qu'on peut maîtriser sa dépense d'énergie sans changer fondamentalement les habitudes, simplement en faisant attention. Je prends souvent un exemple très bête. Vous allez en voiture d'un point A à un point B. Si vous décidez de lever un peu le pied, de changer de vitesse plus fréquemment pour suivre l'économie de la voiture, pour créer avoir une conduite des habitudes de précaution. Vous dépensiez 7 litres avant, vous dépenserez 6 litres après. Vous irez du même point au même point à la même vitesse. Et ça vaut pour les collectivités. Je pense j'ai souvent observé qu'il y avait une possibilité d'économie de 10 à 15% sans changer fondamentalement ses habitudes. Et sans avoir une aide supplémentaire de l'État. Vous mettez 1 degré de moins en hiver dans les bureaux. Bon, ça va vous faire des économies. Et puis il y a sûrement des domaines à explorer qu'on n'a pas explorés en France, et au titre du plan, je m'exprimerai assez vite sur ce sujet. On en reparlera également des questions de projection dans quelques instants parce que bien évidemment les perspectives sont très importantes. Tout ça, ça a un coût, vous l'avez rappelé, on parle de milliards, dizaines de milliards en réalité. À votre place lundi, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin disait « Peu importe aujourd'hui, ce qui compte, c'est la cohésion du pays ». Est-ce que ça veut dire que l'équilibre des finances publiques, on le reporte à plus tard ? Non, l'équilibre des finances publiques doit être une préoccupation de chaque instant, mais on doit prendre en compte l'urgence. Quand on dit que la cohésion du pays, l'unité du pays, le fait que les conflits se détendent est absolument essentiel en période de crise, je pense que c'est vrai. Je vais vous dire ce que je crois. On est aujourd'hui en face d'une crise mondiale, pas d'une crise française. D'une crise mondiale qui va nous entraîner dans des difficultés qui, selon moi, vont être très lourdes. Vous l'avez dit, sans précédent. Pourquoi ? Parce que le train du monde était tiré par 3 locomotives principales, la Chine, les États-Unis et l'Europe avec l'Allemagne en particulier. À cause de la guerre en Ukraine, de l'agression
Moscou de l'agression de la Russie sur l'Ukraine, une crise mondiale s'est déclenchée ou a été aggravée. La Chine est en panne, en difficulté. Les États-Unis ont une société qui est en explosion, comme vous le voyez tous les jours. Et chez nous, en Europe, l'Allemagne est en difficulté à cause de sa dépendance au gaz russe. Et tout ça va s'enchaîner, s'emboîter pour faire une crise. La France est un des pays les mieux placés, ou pourrait être un des pays les mieux placés. À condition de parce que c'est vérifier. un pays très bien équipé, parce que nous avons beaucoup de chance, à condition de résoudre des questions qui sont pendantes et sur la table depuis longtemps. On a une crise de l'éducation nationale, on a une crise du rapport au travail, on a une crise probablement du rapport entre la société et son administration. Voilà 3 crises qui font que nous ne pouvons pas avoir le plein développement dont on a besoin. Ce sont ces crises-là profondes qu'il nous faut aujourd'hui résoudre. Alors venons-en, puisque justement le président emploie le mot de refondation. C'est un mot très important. Jeudi donc sera lancé demain le Conseil national de la refondation, mais avec beaucoup d'absents. Les oppositions ont choisi de boycotter pour la plupart. Elles dénoncent un bidule. Hier, l'ancien président François Hollande parlait même d'un machin. Comment faire la refondation dans ce contexte-là, avec ce démarrage-là? Oh, c'est très simple. En France, il y a une tradition qui veut que ce soit la polémique, l'agressivité, l'injure qui domine les débats. Vous prenez l'Assemblée nationale. Si les Français entendaient ce qui se passe dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ils ne l'entendent pas parce que vous coupez les micros. Enfin, vous... De manière à ce que ce soit audible, effectivement, les micros font surtout Toutes les chaînes, on devrait réfléchir à ça, n'est-ce pas? Vous avez des débats qui sont devenus tellement violents et insupportables par les injures échangées que les chaînes de télévision, pour les retransmettre, sont obligées de couper les micros de l'hémicycle. Je pense d'ailleurs que les Français en apprendraient davantage si vous laissiez les micros ouverts. Une astuce, en se rendant dans l'hémicycle, et on peut y aller en tant que spectateur, on voit effectivement et on entend tout cela. Et donc, cette agressivité-là qui fait que on est contre tout a priori, avant que ne soit lancé, on est contre. On considère que ça n'a pas de valeur. Alors, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que les forces politiques, les partis politiques qui sont installés, représentés au Parlement, considèrent, à mon avis, ils se trompent, qu'ils doivent avoir le monopole de la représentation. C'est ce que dit le président du Sénat, dit il y a confusion des rôles. La loi, c'est au Parlement. Je pense que personne n'a jamais dit que le Conseil de la refondation allait faire la loi. La loi, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui continueront à la voter, et c'est le gouvernement qui la proposera. C'est comme ça que toutes les démocraties marchent dans le monde. Mais il y a des millions de Français, et je crois l'immense majorité d'entre eux, qui sont préoccupés par cet avenir et par une question fondamentale. Quel est le modèle que nous construisons ? Mais vous l'avez dit par exemple à Édouard Philippe, même l'ancien Premier ministre a invoqué des motifs d'agenda. Avoir un agenda qui n'est pas en ligne avec les priorités du président de la République, c'est étonnant. Il avait des obligations de déplacement international et il sera là lors des prochaines rencontres. Et il sera représenté dans celle-là. Mais vous voyez bien, l'idée qu'il faudrait que tout le travail de réflexion, de proposition sur l'avenir demeure entre les mains de la représentation officielle, institutionnelle, de ceux qui sont au Parlement, de ceux qui sont assis sur les bancs des 2 hémicycles, c'est ne pas se rendre compte de la profondeur des questions que les Français, nos compatriotes, nos concitoyens se posent. Alors, nous avons pendant longtemps porté le modèle français, un modèle qui était proposé à l'Europe et au monde. Aujourd'hui, nous sommes peut-être le seul pays qui peut à nouveau proposer un modèle. Encore faut-il qu'on en parle. Alors sur le fond, on y vient dans un instant. J'ai encore une question juste de méthode et de forme. Je disais tout à l'heure, vous êtes en charge du Conseil national de la refondation. Nos camarades, nos confrères de l'opinion, il y a quelques jours, disaient que vous seriez secrétaire général. Juste pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs, quel sera votre titre et votre rôle dans ce CNR? Je ne me suis jamais intéressé au titre. Non, j'aurai cette responsabilité. Mais d'organiser des débats. Je voudrais ajouter une phrase à ce que nous avons dit avant. Les forces politiques officielles disent on ne viendra pas parce que
pourquoi d'autres seraient-ils amenés à parler que nous-mêmes? Hein, c'est nous qui devons parler. Mais en réalité, nous avons des centaines et des milliers de demandes de Français, d'organisations, qui voudraient participer. Et je pense tout à fait nécessaire et légitime qu'ils aient le droit d'accès à cette réflexion-là. Et quelle forme ça prendra? Est-ce que c'est le retour du grand débat, le retour de la Convention citoyenne? Est-ce qu'il y aura des citoyens associés? Vous dites certainement à participer, tirés au sort. Comment ça va se passer? À quoi ça va ressembler? On a du mal à si on m'écoute, mais je ne suis pas naturellement la seule à décider. Moi, je ne suis pas favorable au tirage au sort. Je pense que les citoyens ont le droit de participer à des événements de cet ordre où on va parler de leur avenir pendant longtemps. Vous disiez le grand débat. Le grand débat, c'était une rencontre qui durait des heures, dans lequel il y avait échange entre le président de la République et les citoyens. Beaucoup de prise de parole du président. Et les citoyens. Mais le lendemain, on était passé à autre chose. Ce que nous allons organiser là, le Conseil de la refondation, dans mon esprit et dans celui du président de la République, c'est pas du tout ça. C'est destiné à prendre le temps nécessaire pour conduire du constat à une idée de l'avenir. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas être pressé pour voir des mesures issues du CNR. Je pense qu'il y a des textes de loi dans l'urgence, dont nous savons qu'ils vont être naturellement discutés, mais le Conseil national de la refondation, il s'intéresse au long terme. C'est pourquoi c'est très cohérent que ce soit le plan, la petite organisation, toute petite organisation du plan, qui en est la charge. Parce que le plan, comme le Conseil national de la refondation, ces questions sont: qu'allons-nous être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Terre à terre, le CNR, pour bien comprendre François Bayrou, c'est pas la préparation des projets de loi pour la fin du quinquennat, c'est la France au-delà de 2027. Alors, il peut y avoir des projets de loi pour la fin du quinquennat, j'espère qu'il y en aura. Mais il y aura pas, c'est pas fait pour proposer un projet de loi pour octobre. C'est pas, on se réunit et ce soir, ce qui avait été décidé à l'avance est annoncé et la réflexion est finie. Il y a un besoin d'approfondir, de prendre son temps. Ce sont des questions très importantes et ce sont des questions civiques. Ce qui est en jeu, c'est notre vie pour les années qui viennent et nos raisons de vivre. Moi, je voudrais qu'on y ajoute ça. Nos raisons de vivre pour les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce que la France, si singulière dans le monde, qu'est-ce que la France construit pour l'avenir? Et ça, nous devons en discuter ensemble, y compris pour faire apparaître des questions qui jusqu'à maintenant n'apparaissaient pas. Je vous soumets une question qui n'est pas directement liée à ces enjeux, mais qui est très sensible. La question de la fin de vie. On a, selon certaines sources, compris qu'Emmanuel Macron voulait une loi sur le sujet et une large consultation. Est-ce que c'est un sujet sur lequel, de votre point de vue, il y a nécessité de bouger? Ou quelle est votre conviction? Comment il faut procéder? Moi, à titre personnel, pour le coup. Je pense que la loi Claes-Leonetti, adoptée à l'unanimité, avait fait progresser les choses. Est-ce qu'elle est appliquée? Je n'en suis pas certain. Et ceux qui l'ont écrite n'en sont pas certains non plus. Est-ce qu'on peut poser la question de la fin de vie? Il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de la fin de vie, oui, mais c'est une réflexion éthique. Je ne suis pas sûr que ça soit directement le sujet du Conseil national de la refondation. Je pense que pour les questions éthiques qui engagent si profondément la conscience, qu'est-ce que chacun de nous voit dans les yeux de ceux qui sont en train de souffrir ou de partir? Qu'est-ce que ça engage de nous au plus profond, des convictions philosophiques, personnelles, religieuses parfois? Il n'y a pas forcément besoin de bouger, si je vous comprends bien. Il y a une loi, il faut peut-être l'appliquer. Je pense que beaucoup de gens pensent qu'il faut bouger, mais je trouve que la réflexion doit être approfondie sur la situation actuelle pour savoir si on pourrait la rendre encore plus humaine et si au fond elle est améliorable. Concernant Emmanuel Macron et la manière d'exercer son mandat, vous aviez vous-même, il y a quelques jours dans Le Point, ces propos. D'une part, le temps d'une 5e République impérieuse est fini. Et un petit peu plus loin, vous expliquez que le président serait davantage dans les objectifs de long terme. Est-ce que c'est un constat ou est-ce que c'est un souhait de votre part? Parce qu'on a toujours vu Emmanuel Macron très attentif aux choses du quotidien depuis 5 ans. Mais moi qui parle assez souvent avec lui,
Je peux vous dire qu'au travers des 5 dernières années, on est dans la 6e année, sa préoccupation la plus profonde a toujours été vers cet avenir de long terme. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe dans une société comme la nôtre? Qu'est-ce qui fermente dans les profondeurs? Qu'est-ce qu'au fond, les Français attendent qu'ils ne savent pas exprimer? Ça a toujours été son sujet. C'est pour ça qu'il a fait le grand débat, par exemple. Ça a toujours été une question lancinante pour lui. Cette question n'a pas pu s'exprimer dans le débat public. Peut-être il aurait dû la poser dans le débat public, mais ça n'a pas pu s'exprimer. On a là l'occasion d'essayer. Je dis essayer parce que je sais très bien, si j'ose dire, je suis payé pour savoir. Non, je ne suis pas payé, mais je suis suffisamment averti pour savoir que les forces qui refusent qu'on élargisse les questions aux citoyens, aux grands courants philosophiques et associatifs du pays, ces forces sont très puissantes. Donc c'est très difficile, mais je suis certain que c'est très nécessaire. Si vous regardez toutes les sociétés autour de nous, elles sont en crise. Pas au-dessus de la mêlée. Les citoyens s'exprimant sur ce qu'ils voudraient que leur monde national devienne. Comment vous ferez trancher ces questions, François Bayrou? Est-ce que, par exemple, le recours au référendum sera une possibilité pour décider des grandes orientations? Voire des textes de loi, s'il le faut. Précisons les questions. Disons ce que nous avons à traiter comme question. Ouvrons des pistes. Après, il y a tout le jeu institutionnel. Il y a le Parlement, et Dieu sait que ça n'est pas fait, le Conseil de la Refondation, pour remplacer ou se substituer au Parlement. C'est votre réponse à Gérard Larcher, on l'a bien compris, pour le rassurer. Manière, je ne l'aurais pas accepté. Je suis un défenseur du Parlement. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a des débats plus profonds, et parfois, il peut arriver que ces débats doivent être tranchés par référendum. Il y a une question, François Bayrou, qui est à la fois une question d'actualité et d'urgence et de long terme. C'est bien la question des retraites. Le président de la République a fait une promesse, mener une réforme. Il y a beaucoup de contestations, autant dire tous les syndicats y sont opposés pour le moment. Est-ce que de votre point de vue, il faut faire cette réforme? Pour faire quoi et à quelle échéance? Je pense qu'il est impossible de ne pas traiter la question des retraites. S'il y a des responsables publics qui pensent qu'il suffit de ne rien faire, alors c'est qu'ils ne regardent pas la réalité et qu'ils ne regardent pas les chiffres. De quoi sommes-nous menacés en réalité? À terme de quelques années, on est menacé qu'on ne puisse plus payer les pensions. C'est ça la vraie difficulté, la vraie menace, le vrai risque. Est-ce qu'on peut accepter une perspective comme ça? Non. On ne peut pas l'accepter. Il faut donc prendre à l'avance les précautions nécessaires pour que tout ceci s'organise. Après tout, il y a eu un texte, Marisol Touraine a fait une réforme qui prévoit le changement de la durée de cotisation. Heureusement qu'elle l'a fait. Le président parlait de l'âge légal. Heureusement qu'elle l'a fait. Et donc, et on pourrait imaginer que ces adaptations continuent au travers du temps. Donc vous, par exemple, j'explique pour nos téléspectateurs, Emmanuel Macron a dit qu'il allait repousser l'âge légal à 64 ou 65 ans. Marisol Touraine, progressivement. Elle avait allongé la durée de cotisation. Ce qui est en fait la même chose. Alors, pour les syndicats, non, parce que la CFDT vous dirait, si on veut pinailler sur les détails... Vous voyez bien que... Mais qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous dites... Si on regarde ça... Arrêtons-nous, Adrien Jeanne, une seconde. Si on regarde les deux options que vous avez présentées, du point de vue d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui a 23 ans, qui est à l'université, qui va entrer dans la vie active à 24 ou 25 ans, si tout va bien. En réalité, c'est la même chose. Allonger la durée de cotisation et déplacer l'âge légal, vous conviendrez que c'est exactement la même chose. Donc ces adaptations qui ont commencé il y a longtemps, qui ont commencé il y a plus de 20 ans, ces adaptations, elles sont nécessaires. Elles vont passer au crible de la concertation. À quelle échéance, juste pour finir sur les retraites, on doit faire cette réforme? À un moment, Emmanuel Macron avait dit pour l'été 2023, ça paraît compromis. Je pense que le gouvernement a l'intention d'assumer cette responsabilité suffisamment rapidement pour que ce soit efficace. Suffisamment rapidement, c'est? Je pense que ça va commencer la réflexion sur ce sujet, pas la réflexion,
la mise en ordre de ce sujet dans l'esprit du gouvernement doit venir assez vite. Je voudrais terminer, François Bayrou, sur un mot de l'Ukraine et de la Russie. On y a fait allusion tout à l'heure. Il y a depuis plusieurs jours un débat porté par l'opposition sur l'efficacité des sanctions, le risque qu'elles soient plus dures pour nous à supporter qu'en réalité pour Vladimir Poutine. Et à l'instant, pendant que nous étions en train de nous entretenir, Vladimir Poutine estime, je cite, que les sanctions contre la Russie menacent le monde entier et qu'il est impossible d'isoler la Russie. Quel commentaire cela vous inspire ? Si les sanctions étaient inefficaces, comme l'opposition le dit, est-ce que Vladimir Poutine chercherait des mesures de rétorsion, comme couper le gaz par exemple ? Si les sanctions étaient inefficaces. Donc il faut les maintenir. Il y a des gens qui disent mais en réalité, il s'en tire très bien son le rouble. La vérité est qu'évidemment, ces sanctions sont dures. Et pourquoi sont-elles dures ? Parce que ce qu'a fait Vladimir Poutine est inacceptable. Dans l'histoire du XXe et du XXIe siècle, nous avons connu le drame suprême de la guerre de 40 à cause d'annexion de cet ordre. Et elle ne nous menace pas, comme l'offensive. Poutine. Il dit qu'elle menace le monde entier pour le coup. Ça signifie en effet qu'il va faire peser des menaces sur le monde entier. Et il faudra y résister. Et il faut y résister avec suffisamment d'imagination pour partager la charge avec nos voisins et pour améliorer la situation relative de la France dans cette circonstance historique. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu à la veille du lancement du Conseil national de la refondation